Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous nous trouvons aux Sables d'Olognes, au musée hôpital des Sables d'Olognes. Nous allons retrouver Luc Brouwer, le propriétaire du Blocos, pour nous faire découvrir l'ensemble de la visite. Suivez-nous. Alors bonjour à tous, nous sommes ici aux Sables d'Olognes et on va visiter le Blocos Hôpital, un musée donc dans un bâtiment d'époque qui fait 20 pièces et qui présente l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Donc ce Blocos, comme on peut le voir, est assez grand et là on ne le voit pas d'ici directement, mais il a aussi un toit. Il était comme à Bas-sur-Mer, camouflé en grosse villa à l'époque, avec des fenêtres peintes tout autour et le toit. Et il est intégré ici dans le paysage, avec des maisons un petit peu tout autour. Ici une grosse caserne qui servait aux Allemands en fait de casernement. Alors on n'est pas directement en fait près de la mer, car le Blocos Hôpital devait être loin des combats. On devait amener les blessés en fait ici, à l'abri, et ils pouvaient aller se reposer après dans la caserne en fait. Alors pour le rendre visitable, il est assez grand, hein. C'est un Blocos de 20 pièces. On a fait quand même une partie avec la mairie des Sables, une partie devant en fait, qui sert de hall d'accueil, salle de cinéma, boutique. Et puis toute la partie sur la libération des Sables d'Olognes aussi est à l'extérieur. Alors on voit ici le toit en pente. C'était effectivement pour donner un aspect de villa au bâtiment. Vue d'avion, ça ressemblait aux maisons qui sont autour. Et il reste encore il subsiste une seule fenêtre qu'on voit ici. Voilà, on voit ici la dernière trace des fenêtres qu'il y avait tout autour. Alors ouais, Pierre, on va rentrer là maintenant dans le Blocos lui-même. Okay. Donc ce Blocos Hôpital. Et comme on peut le voir, il y a encore des marquages d'époque, les systèmes de ventilation. Et à partir d'ici, on voit même le plafond quasiment intégralement en couleur d'époque. D'accord. Voilà. Et là, cette inscription? Alors cette inscription, le secteur des Sables, la position, l'armée de terre, le 9e de cette position est construit en 1943. Alors chaque Blocos avait à l'époque un marquage de ce type, mais ils ont quasiment tous disparu. Donc là, en peinture d'époque, c'est tout à fait exceptionnel. Là, la meurtrière qui défendait l'accès. Alors ce n'était pas un Blocos de combat, hein, c'est un Blocos hôpital, mais cependant, il était protégé, son accès était protégé. Alors ce Blocos, ça a conservé ses portes d'origine, ses portes blindées. C'est vraiment très très rare aujourd'hui. Elles sont encore fonctionnelles, ouais. Elles sont encore fonctionnelles. On voit les plafonds quasiment en couleur d'origine aussi. Et là, on rentre par exemple dans une partie technique où il y avait le chauffage par chaudière. Voilà. Il y a le charbon ici. Et tous les tuyaux sont en place comme à l'époque. Donc c'était l'arrivée d'air ici. C'était chauffé ici. Et l'eau repartait ici dans ce ballon. Et tout est en place, quoi. Alors on a facilité pour la visite. À l'époque, il y avait ça aussi, une espèce d'estrade, un petit peu, escalier, voilà, qui mène ici au poste de tir. Alors là, on continue la partie technique avec une grande salle de ventilation. Et c'est vraiment très très rare. Elle est absolument complète avec tous ces tuyaux. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 ventilateurs. Alors ça, ce sont des ventilateurs qui amènent 2400 litres d'air par minute, qui étaient équipés de matériel contre les gaz. Ici, ce sont les appareils qui, eux, fonctionnent de manière permanente. C'est avec des moteurs électriques, en fait. Eux, c'est 10 mètres cubes par minute. Et puis ici, il y en a un autre un peu plus petit. Et c'est vraiment exceptionnel. Tous ces tuyaux qu'on peut voir sont d'époque. Et dans tous les Blocos, ça a été ferraillé, ou alors c'est décomposé avec l'humidité. Mais ici, il n'y a aucune humidité, donc tout se conserve absolument vraiment très bien. Enfin, ça a été un gros boulot parce que nous, les ventilos tels qu'on les voit ici n'étaient plus là, hein. Il restait les tuyaux et donc on a pu récupérer ces ventilateurs ailleurs et les remettre en place. Alors voilà ici un ventilateur qui fonctionne manuellement. 2400 litres d'air par minute. Alors on voit aussi par terre le bois qui servait à faire passer les conduits d'évacuation d'eau. On pouvait tout laver à grande eau ici, puis ça partait. Donc ici, on est dans la salle du groupe électrogène qu'on a rapporté, hein, il n'était plus là. C'est un vrai groupe électrogène de Blocos qui a été récupéré dans un Blocos qui a été démoli par l'armée à Lorient. Et avant qu'il soit démoli, en fait, on a pu récupérer ce groupe électrogène d'époque. Mais ça a été un travail absolument phénoménal de l'amener ici.
parce que c'est extrêmement lourd. Oui. Et il repose sur son socle d'origine. On voit ici aussi un appareil qu'on ne trouve que dans les blocos hôpitaux. C'est un réchauffeur d'air en fer. En fait, l'air est chauffé ici avant d'être envoyé, car dans les salles où il y avait les soldats blessés, il fallait qu'ils aient de l'air filtré et un petit peu chaud. Donc c'est un réchauffeur d'air, tout à fait unique. On voit les portes aussi, peinture d'origine. C'est pas courant. Non, 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 non. Avec le noir ici, c'est l'endroit où on peut plus salir avec les mains. Comme ici, il pouvait y avoir de la graisse, etc. Ils ont encore leur joint, ils sont absolument... Et ça, c'est les boîtiers qui étaient restés en place. D'accord. Voilà, boîtier de commande pour l'installation électrique. Alors là, on peut le voir ici. Tous ces fils, ce sont des fils d'époque. Donc ici, avec les boîtiers bakélite au plafond. Et pour l'installation en tant que musée, on a conservé ces fils et on a fait doubler par des fils fonctionnels en dessous. Mais tout ce qui était fil d'époque, comme on peut le voir là-haut, et avec des crochets bakélite, est resté en place. C'est tout à fait unique. Hein. Regardez l'état du plafond ici. Avoir des blocos comme ça, c'est tellement rare. Voilà. Et on voit ici le... d'épaisseur. Là, on est à 2 mètres, et des fois un peu plus, quand il y a le toit en pente, on peut gagner un peu plus. Là, c'est un vélo pour produire de l'électricité, au cas où on n'ait plus d'électricité, une coupure. Il y a le groupe électrogène, mais ça, c'est encore en plus. Et puis un petit ventilateur d'ici avec 2 mètres cubes. On voit ici la construction des blocos aussi, avec le ferraillage extrêmement dense. Ensuite, le bois de coffrage à l'intérieur pour former les pièces, puis le coffrage à l'extérieur, ce qui fait qu'avant de couler le béton, en fait, c'est entièrement recouvert de bois, ce qui a laissé ces traces qu'on peut voir un peu partout. Hein. Et on voit que c'est un ferraillage extrêmement dense. Alors ici, on est dans les salles où les blessés venaient se reposer. On voit par terre le carrelage d'époque, et puis donc les lits remis en place, avec notamment des troupes assez étonnantes. On voit ici par exemple un Indien, il y en avait ici dans la région, un Indien dans les forces allemandes. Il y en a pas mal qui se sont battus ici sur le secteur. Et puis ici le commandant d'un navire, qui était un navire construit à Saint-Nazaire, au départ prévu pour la marine française, qui avait été terminé pour la marine allemande, un escorteur rapide, qui est arrivé ici au Sable, après avoir échappé en fait à une terrible bataille. Dans la nuit du 5 au 6 août, il y a 8 bateaux qui sont partis de Saint-Nazaire et c'est le seul qui a réchappé. Tous les autres ont été coulés. Les Anglais attendaient en fait près de Noirmoutier et ils les ont eu au passage avec croiseurs et destroyers. Les autres ne faisaient pas le poids. Celui, c'est le seul qui était très rapide à avoir pu s'échapper et qui a rejoint ensuite les Sables d'Olonne. Donc là, on a représenté son commandant. Il y a beaucoup de matériel présenté, notamment au niveau médical, hein, c'est certainement la plus riche collection en France. Notamment ici au milieu, on a un appareil vraiment rare, Siemens, qui sert en fait à déceler dans un blessé avec des sortes de détecteurs, on passe sur le corps, s'il y a des éclats d'obus ou de métal. Et vous voyez, c'est livré avec une petite boîte en porcelaine à côté où ce sont des écarteurs en porcelaine. Parce que les écarteurs, normalement, pour écarter les chairs, c'est en métal, et on ne pourrait pas à ce moment-là trouver Et donc, ce sont des écarteurs en porcelaine. Alors, c'est un appareil de la Seconde Guerre, mais vraiment tout à fait exceptionnel. Alors le musée est jalonné de panneaux explicatifs sur différents thèmes. Il y a des panneaux qui expliquent les scènes et d'autres, comme ici par exemple, qui expliquent des événements locaux qui se sont déroulés. Et là, c'est tout à fait incroyable. Ça, c'est le capitaine Berger, le chef des parachutistes de la France Libre. La première mission armée de la France Libre s'est terminée au Stade de l'Olonne. Il a été rembarqué ici avec un autre par un sous-marin anglais venu les chercher juste devant les Stades de l'Olonne. Alors en fait, au départ, quand on a commencé un petit peu la guerre en Vendée, on nous a dit « Oh, vous n'allez pas trouver grand-chose que ça ». En fait, on a trouvé plein d'histoires incroyables à raconter. Et celle-là était totalement inconnue, sauf des spécialistes de la France libre. Alors ici, on est dans l'accueil, et puis là, on a les toilettes. On a remis la porte comme à l'époque. Alors c'est marqué « occupé », mais effectivement, si on ouvre, on voit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Voilà. Un marin, ici dans le... C'est vraiment la même pièce. Alors ça, ce sont des équipements qui avaient disparu, ces portes, mais qu'on a remis à l'origine. Là, c'est l'arrivée des blessés. Donc 6 août au soir, en fait, ce navire dont j'ai parlé juste avant, le SG3, s'est réfugié au Sable et pensant être à l'abri des batteries côtières très nombreuses qu'il y avait ici. Et en fait, ce ne sont pas des navires qui sont venus le chercher, mais des Beaufighter britanniques avec des roquettes. Et en fait, ils ont coulé ce bateau. On a même des images films qu'on passe dans le cinéma. Ils ont coulé ce bateau. Et il y a eu là, à ce moment-là, un afflux massif de blessés dans ce blocos. On a retrouvé dans les archives allemandes les chiffres de tous les blessés qu'il y a eu ici, etc. Donc là, en fait, ce sont des infirmiers qui amènent, là c'est l'accès
Alors ce sont des pièces tout à fait particulières, très larges, vous voyez cette porte, et ici avec un angle qu'on ne retrouve pas dans les autres blocos, pour passer en fait les brancards. Voilà. Voilà, il y a des angles particuliers hein, qu'on retrouve uniquement dans les blocos hôpitaux, et c'est beaucoup plus large que les classiques aussi. Hein. Derrière nous ici, on a voilà, un petit laboratoire avec tous ces équipements. Ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Voilà. Alors là, on arrive ici dans la salle principale du blocos, on est vraiment au cœur du bâtiment, avec la salle d'opération où les médecins venaient opérer. Et là, il y a tout le matériel médical à l'époque, c'est une vraie salle. Hein. Et rester pareil dans son jus, c'est-à-dire le carrelage par terre, les systèmes de ventilation, les plafonds. Et on voit ici des médecins en train d'opérer. Il y a quelques objets étonnants comme cette boucle de ceinture traversée. Voilà. Alors, il y a vraiment beaucoup de marins qui ont été soignés ici dans ce blocos. Ça s'est passé en août 1944. Alors vous avez le bruit en plus, dans l'ambiance de l'époque. Donc là on voit une porte coulissante. Il fallait en cas d'attaque pouvoir fermer ces portes de blocos. Voilà. Alors je ne la fais pas trop loin parce que ça rentre après ici. Mais elles sont encore fonctionnelles. Alors c'est tout à fait exceptionnel de trouver ce genre de porte. Alors on va passer ici, dans la pièce où logeaient les infirmiers. Et il y a un équipement assez rare dans les blocos, mais qu'on retrouve parfois. C'est un périscope de blocos. Voilà, pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Donc ça traversait les 2 mètres de dalles de béton armé avec une petite vue ici. Il fallait défaire la partie là-haut et on enquillait et ça traversait les 2 mètres de béton armé. Donc ici on voit beaucoup de matériel de la Croix-Rouge. Et là c'est une tenue de membres de la Croix-Rouge avec les infirmières. Donc comme je disais, le blocos est jalonné de panneaux thématiques. Là c'est sur les fortifications de Noirmoutier. Et ici on a toute cette histoire de ce combat naval qui a eu. Donc 8 navires coulés le 6 août entre l'Île-Dieu et les Sables. Et ça c'est le SG3, c'est le seul qui s'est échappé et qui est venu ici au Sable. Donc là il est arrivé au Sable à l'abri des batteries côtières. Et comme je racontais, ce ne sont pas des navires qui sont arrivés, mais des Beaufighter équipés de roquettes et qui l'ont coulé complètement. C'est à ce moment-là que le blocos hôpital, ils ont ramené les blessés de la mer et qui s'est rempli à ce moment-là. Alors c'est une grande victoire pour les Anglais. Hein. Sur les côtes de Vendée, 8 navires coulés, c'est à peu près voilà, 800 marins allemands qui venaient tous de Saint-Nazaire en fait. Hein. 800 marins qui ont été coulés cette nuit-là. Donc c'est une grosse bataille navale. C'est très peu connu. Et en fait, ça s'est passé ici devant les côtes de Vendée. Il y a eu beaucoup de destruction. En fait, quand les Américains ont commencé à libérer la Bretagne avec la percée d'Avranches de Patton, les Allemands ont évacué en fait les bases de Brest, Lorient et Saint-Nazaire vers le sud. Et donc ils venaient ici vers La Rochelle. Et en fait les Anglais étaient au courant, ils décryptaient les messages allemands. Et donc ils venaient avec des croiseurs, des destroyers et de l'aviation pour intercepter tous ces navires qui allaient vers le sud. Et ils ont réussi, ça s'appelle l'opération Kinétique. Ils ont quasiment anéanti la flotte de surface allemande en août 1944. On arrive ici dans la deuxième pièce pour les blessés. Et alors on a eu plusieurs témoignages sur les marins qui étaient sur ces navires. À l'époque, ils étaient équipés quasiment tous en août 1944 en tenue tropicale comme ça. Donc on a reconstitué ces tenues tropicales qui sont très difficiles à trouver. Hein. On en a plusieurs ici, ce qui est couché derrière, il y a un pantalon de réserve ici. Là on en a un aussi qui a une jambe artificielle, vous voyez, retrouvée dans un blocos. Donc vraiment une pièce d'époque, couleur sable aussi. Et on a ici un mannequin extrêmement rare, c'est un aumônier de la marine allemande. La particularité, c'est une grande chasuble avec les attributs de la marine, mais vous voyez, les boutons sont de couleur argent, car ce n'est pas un personnel navigant de couleur dorée, c'est un personnel administratif. Donc la casquette aussi, avec la croix au-dessus de la cocarde. Donc ça, c'est une tenue extrêmement rare. Aumônier de la marine allemande, je pense que c'est la seule qui soit présentée dans un musée. Hein. Voilà. Alors cette pièce a servi à la fin de la guerre aux Allemands pour brûler les dossiers médicaux, etc. Et comme on peut le voir ici, on a laissé, il y avait de la fumée, à peu près, tous ces dossiers qui ont brûlé, jusqu'à cette hauteur-là à peu près, qui a noirci les murs. Alors on l'a laissé ici, et on a représenté la scène des Allemands en train
en pleine déroute en train de brûler leur papier en fait. Hein. Nous pénétrons ici dans toujours une chose assez technique, le réserve d'eau avec ici les réserves pour l'eau. C'était un blocos hospital, il fallait toujours qu'il ait son propre eau. Donc il y en avait dans les réservoirs, mais aussi si on soulève ces deux dalles, c'est un puits qui descend très profondément et l'eau était puisée par un moteur électrique. En cas de panne, il y avait aussi le moteur manuel qu'on voit dans le fond. Voilà. Tout ça est relié par les tuyaux comme à l'époque. Alors ici, on parle aussi des sous-marins, car ce n'était pas seulement des navires de surface qui quittaient les ports bretons pour La Rochelle, mais aussi des sous-marins. Et l'un d'entre eux a été coulé près de Noirmoutier. Et c'est une histoire assez étonnante. Voilà, on voit les avions ici lors de l'attaque. Il y a eu des survivants, et notamment le commandant a survécu. Alors c'est le commandant Tisler du U-976. Et donc on avait représenté cette scène ici dans le musée. Et on a été contacté par la famille du commandant Tisler. On voit ici des photos. Sa veuve, tout à fait il avait 97 ans à l'époque. 98, autant pour moi. Et puis les enfants qui ont dit notre père souhaite que sa tenue et ses affaires soient mises en place dans un musée le plus près d'où son équipage repose. Car lui avait survécu et pas tout l'équipage. Et il y a une belle histoire humaine car ce commandant de sous-marin allemand était devenu ami après-guerre avec le pilote anglais qui avait coulé son sous-marin, qu'on peut le voir ici. Des Curtis et le commandant Tisler, qui se sont retrouvés en 95 et qui ont eu une longue amitié. Là, on voit la dédicace que le pilote anglais a fait au fils du commandant pour Wolfgang Tisler, dont le père était autrefois mon ennemi et qui est maintenant mon ami. Une belle histoire humaine. Et donc maintenant, la tenue est vraiment proche parce que le sous-marin, l'épave est toujours en mer. On voit ici quelques images de ce sous-marin, ici, qui repose en mer, donc tout près de Noirmoutier. Alors c'est Fabrice Collin, qui est un plongeur émérite, qui a fait ces photos magnifiques. C'est pas évident d'arriver à faire d'aussi belles photos en plongée. Hein. Allô Pierre, es-tu là? Alors c'est très sympa quand les gens peuvent toucher, hein, quand ils peuvent manipuler. Système de téléphone, batterie et puis prise de raccordement. Voilà. Alors maintenant on arrive dans la partie libération du bâtiment, l'arrivée des troupes françaises. Et comme dans le reste du musée, en fait, cette scène représente des vraies personnes. Donc ici on a le chef de la résistance des Sables qui s'appelait Louis Lélias et puis ses adjoints. Et si on vient voir c'est aussi des deuxièmes toilettes et puis les ballons d'eau chaude. Si on vient voir après la photo d'époque, on retrouve voilà, le mannequin de Louis Lélias, le lieutenant Camille Aigros qui a pris un bataillon qui est venu se battre sur la poche de Saint-Nazaire, qui est ici aussi. Et à droite, ici, le sous-lieutenant Loriou. Alors on voit une veste M41 américaine, un pantalon un peu bouffant, des guêtres. Vous voyez, on va le retrouver ici. Exactement pareil. Voilà. Il a le même béret, la même tenue exactement. Alors, il y a aussi des événements étonnants. On a eu ici au Sable d'Olonne un parachutiste français de la France libre, les SAS, donc plus connus pour le Saint-Marcel, ils sont très connus pour là-bas, mais ils ont aussi combattu, libéré une partie de la Vendée. Et il y en a un qui est venu ici avec des volontaires et qui a instruit des volontaires vendéens. Voilà, il est venu au Sable, c'est lui. Caporal Lucien Chouette, voilà. Et il accompagnait une équipe Jetberg, on va voir après ce que c'est que les Jetberg, qui étaient au Sable. Donc voilà, les parachutistes français de la France libre, ça c'est pareil, une histoire, tout le monde avait oublié tout ça, que ce monsieur était venu. Bon, il y a de moins en moins de témoins aujourd'hui. Hein. Voilà, donc là, un système très rare de l'antenne radio pour les blocos. Pareil, c'est dans les seuls modèles présentés en France. À vrai dire, je ne connais pas trop d'autres. Ce sont des boîtiers très très durs à trouver, puis l'antenne traverse le toit en fait. On a ici des médecins et pharmaciens français. Ce n'est pas des tenues qu'on voit très souvent, médecins et pharmaciens. On voit les couleurs ici un peu vert et là pourpre pour le médecin et là pour le pharmacien, qui viennent en fait récupérer, se servir dans le matériel allemand abandonné et que ça va servir ensuite pour les maquisards. Alors on quitte maintenant le blocos, mais la visite n'est pas terminée parce qu'on va continuer, Pierre, avec
événements aussi de la libération et ces fameuses équipes Jedburgh dont je t'ai parlé. Et l'importance qu'a pris les Sables d'Olonne après le débarquement. À partir de août 1944, les Allemands restent coincés, enfermés dans les poches, notamment ici au-dessus de nous, Saint-Nazaire au nord, au sud, La Rochelle. Alors, les Alliés n'ont pas intérêt à venir prendre ces ports dont ils n'ont pas besoin, qui sont plus loin d'Angleterre. Une fois qu'ils ont pris Marseille, Toulon et les ports de la Manche, ça leur suffit. Alors du coup, le port des Sables d'Olonne va prendre une importance toute particulière pour les Alliés. Les Britanniques vont envoyer des destroyers, aussi des destroyers polonais, canadiens, qui vont débarquer des tonnes d'armes. Rien que le 28 septembre, c'est 50 tonnes d'armes pour les maquisards. Ceux qui vont précisément aller se battre sur les fronts des poches de Lorient, Saint-Nazaire et puis La Rochelle. Ils ne débarquent pas seulement du matériel, ils débarquent aussi des hommes, et des hommes bien particuliers formés en Angleterre, sous les ordres du général de Gaulle. Ce sont les cadets de la France libre. Des jeunes qui étaient souvent en Angleterre, qui voulaient s'engager, qu'on a formés comme officiers, et qui vont prendre ici la tête de groupe de maquisards. L'un d'entre eux, dont on présente la veste juste après, ici, Bernard Bouin, s'est marié avec une Sablaise qui est ici, dont le père était dans la Résistance, elle aussi, et ils habitaient la maison juste à 20 mètres d'ici. Voilà. Donc ce cadet de la France libre s'est marié avec cette Sablaise, qu'on a connue de son vivant. Et on a la veste ici. Donc voilà la tenue que portait, c'est la sienne, la tenue personnelle du cadet de la France libre, Bernard Bouin, débarqué au Sables d'Olonne et qui a combattu sur la poche de Saint-Nazaire. Alors ici, on est dans la grande maquette de la principale batterie qui défendait le port des Sables. Okay. Batterie à la chaume, avec des casemates. Et tout ça a pratiquement maintenant disparu. Ça a été très urbanisé. Et on peut appuyer sur les boutons pour voir les soutes à munitions, pour voir les différentes choses. Voilà. Les canons anti-aériens, les casemates. Elle s'éclaire en rouge. Okay. Donc ça, c'est un ami local, Bruno, qui a fait cette maquette. Un énorme travail. Ah oui. Et on voit les plans derrière. Voilà. Alors ça a été très urbanisé, donc on ne voit presque plus rien aujourd'hui de tout ça. Une maquette aussi, faite aussi par Bruno notamment, où on voit tout le fonctionnement intérieur du blocos absolument complet. C'est-à-dire que des fois on a traversé des salles, on voit bien qu'il n'y avait pas des lits partout, parce qu'on n'a pas, pour l'exposition, on n'a pas remis des lits partout pour pouvoir circuler, mettre des vitres, etc. Et on voit vraiment comment fonctionnait le blocos à l'époque. Il y a eu ces FFI vendéens qui sont partis se battre, à la fois sur le front de Saint-Nazaire au nord, vers le front de La Rochelle au sud. Ils étaient 3 bataillons de chaque côté en fait, et ils se sont battus jusqu'en mai 1945. À leur côté, il y avait aussi des forces spéciales qui les instruisaient, qui les armaient, et notamment les Jedburgh. Alors c'est pas très connu, les Jedburgh étaient des équipes interalliées, composées à chaque fois d'un officier américain, comme Paul Cyr, d'un radio, en général un sergent, et d'un officier français qui venait, lui, souvent d'Afrique du Nord. Donc c'était des équipes qui parlaient totalement français et qui étaient envoyées. Il y en a eu en tout 285 qui ont été retenus. Et c'est au Sables d'Olonne qu'on a eu la plus grosse concentration de ces agents. Alors les Américains venaient de l'OSS, donc c'est l'ancêtre de la CIA. Les Anglais étaient tous des parachutistes aussi. Et donc, ils ont instruit, lui on l'a connu, Barthélemy, et donc ils ont instruit ici, et surtout armé les maquisards, parce qu'eux avaient des liaisons radio, et ils pouvaient dire, on les croyait, c'était leur mission, envoyez-nous des containers, etc. Et là, c'est comme ça qu'ils pouvaient équiper et armer les maquisards. Et donc c'est la plus grosse concentration. Alors pourquoi c'est la plus grosse concentration ? Il y a 2 équipes qui sont venues suite à des parachutages et 4 équipes qui sont arrivées par ces fameux destroyers qui venaient d'Angleterre. Ils ne débarquaient pas que des armes mais aussi des agents. Et après donc ils ont combattu ici sur les poches et on a représenté ici différentes tenues très très rares. Alors ils portaient un insigne qu'on ne voit pas souvent, SF, soit sur la manche, soit devant, ça veut dire Special Force. Alors maintenant, on ne parle plus de ça, des forces spéciales, mais en 1944-1945, c'était tout à fait novateur. Et le fait de mélanger français, américain ou français-anglais plus radio, c'était tout à fait efficace. Et donc là, on les voit, les 3 d'une équipe, avec ce fameux Lucien Chouette, qui les a accompagnés ici jusqu'au Sables d'Olonne, qui étaient des parachutistes de la France libre. Voilà, on termine la visite par les fins de la fin. Voilà la mère qui a voulu préserver le blocos sur des trous. Et là, on a une scène qui rappelle le départ
des troupes françaises vers les poches. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les FFI des Sables d'Olonne ont été mis au combat face aux marins allemands qu'ils avaient côtoyés ici pendant 4 ans. Voilà, la petite dragueur de mine qui était au Sables d'Olonne, au moment de la débâcle allemande, est partie se réfugier à Saint-Nazaire. Les marins ont été descendus à terre et ils étaient face à face, au niveau de Pornic, aux troupes de Vendée parties des Sables d'Olonne. Alors, voilà, on a ici plusieurs drapeaux. Bataillon FTP, il y en avait aussi. C'était principalement des FFI, mais il y avait aussi des FTP, francs-tireurs et partisans. Et ici, donc, on a les 2 étendards qui nous ont été remis donc, par le dernier FFI des Sables, qui était encore en vie. Donc, 1 an après l'ouverture du musée, il nous a remis les drapeaux des FFI des Sables d'Olonne. Donc, c'était vraiment chouette. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus personne de vivant, malheureusement. Ce sidecar, il a une histoire. En fait, le sidecar, c'est le premier véhicule qui arrive au Sable au début de la guerre et aussi le dernier. Et on raconte ici, lui vit toujours. Il va fêter ses 100 ans dans un mois. Il habite à La Baule. Donc, il s'appelle Jean Roux. Et donc, Jean Roux a assisté à cet événement qu'il nous a raconté, qui s'est passé ici. Cette caserne était occupée donc, par les Allemands au départ, puis ensuite, à la libération, par les FFI. Et la ville venait d'être quittée par les Allemands. Les FFI étaient un peu partout, mais tous n'étaient pas armés. Et il y a un sidecar allemand qui est arrivé, juste devant là. Ça se passe là. Hein. Il est arrivé et les FFI ont eu peur parce qu'ils disent, oula, ils reviennent. Et en fait, c'était 2 Allemands qui se sont rendus. Et eux-mêmes, au départ, ne savaient pas que la caserne était pleine de Français, parce que c'était vraiment en fin août 1944, au moment de la débâcle. Et ils se sont rendus, donc c'est avec ce sidecar qu'ensuite les soldats français sont repartis à l'assaut de la poche de Saint-Nazaire. Donc il y a vraiment une histoire ici avec un sidecar. Le premier véhicule allemand arrivé en 40 et le dernier arrivé en août 1944. Ici on fait, c'est ce qu'on dit aux professeurs aussi d'histoire, venez ici, c'est une histoire qui est trop locale pour être racontée. En 1 heure de visite, 1 heure et quart de visite, vous aurez compris tout ce qui s'est passé en Vendée. Eh bien merci beaucoup Luc pour cette visite, c'était super enrichissant, c'était ma 2e fois que je venais découvrir ce blogpost et c'est toujours passionnant. Nous allons nous retrouver sûrement sur d'autres sites puisque vous possédez 3 sites. C'est ça. Bas-sur-Mer, les Sables d'Olonne et La Rochelle. Voilà. Sur l'ensemble des 3 sites, on reçoit 100 000 visiteurs par an, en période hors Covid bien sûr. Et c'est un peu les seuls endroits où on parle un petit peu des poches d'Atlantique. Sinon c'est un sujet quasiment un petit peu oublié. Voilà. Merci beaucoup Luc et à très bientôt sur la chaîne, sur les capsules de l'histoire. Merci Pierre.